Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo réalisée pour le cours de dessin avancé en période de confinement. Alors comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, ce cours de dessin avancé est un cours où les élèves développent des projets personnels et apprennent à la fois développer une forme, une esthétique qui est la leur et en même temps à s'approprier des sujets jusqu'à, in fine, trouver leur propre sujet de travail, trouver ce qui les anime. Ainsi, cette vidéo n'est pas du tout technique, elle est plutôt théorique et il s'agit donc pour moi d'apporter des références artistiques et historiques pour encadrer mes élèves dans leur travail. On a commencé avant le confinement à l'atelier un sujet autour de la mort, le sexe et l'argent. J'ai donc fait une première vidéo sur la représentation de la mort dans l'art, une deuxième vidéo sur la représentation du sexe dans l'art et aujourd'hui on parle d'argent. Alors je préviens tout de suite que je ne suis pas historienne d'art, je n'ai ni les connaissances ni la méthode, je ne prétends absolument pas l'être. Je lance donc un peu en l'air ici des pistes et des idées et je donne des références d'œuvres. Je vous mettrai à la fin de la vidéo aussi mes sources et vous conseillerai des ouvrages à lire si le sujet vous intéresse. Alors je m'excuse aussi un peu tout de suite puisque cette vidéo est assez structurée au début, mais ça part un peu dans tous les sens vers la fin. Voilà, c'est un sujet qui est compliqué. Mais écoutez, encore une fois, l'objectif, c'est de vous faire réfléchir aux différentes représentations. On parle bien donc ici de représentation et pas de ce que c'est que l'argent dans une société. Hein. C'est comment la société l'a représenté, et notamment dans l'art, puisqu'évidemment, l'art est un témoin majeur de ce qui se passe dans une société à un moment donné, et donc évidemment, la représentation de l'argent évolue avec la pensée sociale. Alors déjà, de manière générale, on peut dire évidemment que l'art a toujours, a clairement été toujours acheté par les puissants et les riches. Donc l'œuvre d'art elle-même est un signe de richesse. Ce qui est sûr, c'est que si on regarde à partir du XVe siècle, l'argent est représenté sous sa forme métallique, sous forme de monnaie métallique. La monnaie fiduciaire n'est quasiment pas représentée. Pourquoi? Parce que en fait, l'intérêt, enfin l'idée, c'est que cet argent puisse faire signe, or, rien ne fait davantage signe iconique qu'une pièce de monnaie, une pièce en or ou en argent qui brille. Un morceau de papier à côté fait plutôt pâle figure. On peut dire que des artistes aussi ont pris un très grand plaisir esthétique à peindre ces pièces qui brillent et parfois dans leur plus grand détail, vraiment en décrivant chaque face et chaque profil des rois. Voilà, on peut dater ces pièces, etc. Pour certains artistes contemporains aussi, je vous mets ici une œuvre de Marcos Carrasquer, il y a vraiment un grand plaisir esthétique à peindre une pièce de monnaie qui brille. Cela dit, parfois aussi les artistes représentaient simplement des taches jaunes ou argentées qui n'ont pas besoin d'être détaillées pour faire signe et pour donc signifier l'argent. Alors une première manière, un premier type de représentation de l'argent dans l'art est le sujet en fait de l'échange commercial. Alors les grands échanges économiques, les grands échanges commerciaux ont peu été représentés dans l'histoire de l'art. Je pense que c'était assez secret ou, enfin en tout cas les artistes ne les ont pas vraiment représentés. En tout cas on trouve régulièrement dans la peinture de la Renaissance flamande des scènes de marché, des scènes de transaction, des scènes d'achat. On trouve donc des scènes d'échanges commerciaux du quotidien où l'argent est représenté sous sa forme la plus simple comme voilà le symbole en fait d'un fluide, d'une énergie qui permet à la société de s'oxygéner et de vivre. Voilà, c'est une circulation. Il y a aucune moralité projetée dans cette représentation. Évidemment, derrière la question de l'argent, il y a, vous vous en doutez bien, une question morale. Voilà, comme pour le sujet du sexe, il y a une question morale. Et en fait, on trouve, en dehors de cette représentation d'échanges commerciaux, c'est relativement rare que l'argent ait une valeur positive. La valeur positive de l'argent est montrée grosso modo dans trois types de sujets. L'adoration des mages, premièrement, la question de la charité et du salut, deuxièmement. Alors on trouve bien sûr de très nombreux portraits de donateurs qui figurent avec des saints et qui ont donc donné leur argent à l'Église.
Donc cet argent est valorisé quand il est donné, et si possible quand il est donné à l'Église, qui se charge ensuite de distribuer cet argent aux pauvres qui méritent d'être aidés. Donc c'est l'Église qui va décider d'aider tel ou tel pauvre. Donc on donne en général et on donne à l'Église, notamment par le biais de commandes. Et si on pense à la Vierge Chancelier Rollin ou à tous ces portraits de donateurs, ils ont donc donné de l'argent pour une église. Le salut est donc représenté aussi par l'acte de donner, par l'acte de charité. Dans le sujet de l'adoration des mages, dont on peut trouver ici un bel exemple avec ce tableau de Rubens, là, l'argent, la richesse des coupes, la brillance des coupes, des pièces, des pierreries, etc., là, sert vraiment à identifier la valeur du Christ, enfin, ce nouveau-né qui est le Christ. Donc on a ici une valeur positive, mais évidemment qui est liée au Christ, hein, et qui est un cadeau de naissance, qui est une reconnaissance du miracle de l'incarnation du Christ. Notamment, on pouvait trouver jusqu'à à peu près 1520 une représentation du trésor de l'Église. Et ces représentations, vraiment, n'ont plus du tout eu lieu après 1520, notamment parce que la richesse de l'Église a aussi été un des détonateurs de la Réforme. Et donc, on se garde bien surtout de parler de la richesse de l'Église ou de la richesse d'un roi ou d'un prince. Encore une fois, cette richesse ne sera montrée que lorsqu'elle est donnée, que lorsqu'il s'agit de charité. Et la question du salut par le don, la question du salut donc par la charité, est un sujet qui a été notamment représenté par le paiement de Judas ou le remords de Judas. Voilà, Judas qui donc trahit le Christ en recevant ses 30 deniers et qui en fait sauve son âme, enfin son salut est lié au fait qu'il les rend. Voilà, on a donc d'un côté en fait cet argent qui représente une circulation, une vie de la société, et de l'autre côté l'argent comme accumulation, hein, c'est-à-dire non pas dans l'échange mais dans la stagnation, dans l'accumulation des biens. Cette représentation-là est toujours teintée, est toujours très critiquée. En dehors de certains sujets comme l'adoration des mages ou la question de la charité, la représentation de l'argent est toujours très critique. D'ailleurs, un sujet de peinture assez fréquent à la Renaissance, c'est l'allégorie de l'avarice, qui est cette vieille femme sèche avec les seins qui pendent un peu en allégorie comme ça de la stérilité, et explique donc que l'accumulation de l'argent est un symbole de mort. L'argent est fait pour circuler, il n'est pas fait pour être accumulé. On retrouve de nombreuses représentations, soit de l'allégorie de l'avarice, là vous en avez un magnifique exemple avec ce tableau de Dürer, soit des représentations moins allégoriques qui représentent plus donc des hommes, soit leur statut social, soit leur personnalité. Donc l'avare va être un sujet assez récurrent dans la peinture, et donc cet avare qui veut emmener avec lui ses pièces dans la mort, et évidemment qui ne peut pas. Les métiers ont été beaucoup représentés, et notamment et notamment les métiers qui manipulent de l'argent. Et je pense que vous connaissez déjà très bien ces tableaux donc des prêteurs et des compteurs d'argent. Cela dit, voilà, on est quand même déjà un petit peu dans la représentation de l'avarice. Donc encore une fois, attention, l'argent qui s'accumule véhicule une valeur très négative. Prendre de l'argent ou le garder est donc une expression de mort, alors que le donner et le faire circuler est une expression de vie. On retrouve ici aussi avec ce tableau de Simon Vouet une magnifique allégorie du mépris de la richesse, où la foi se détourne de l'argent pour embrasser voilà, la spiritualité, le divin. Et donc il faut se détourner de la richesse et des plaisirs terrestres en réalité. Les pièces, l'argent n'ont pas été quand même... c'est toujours un sujet sous-jacent en fait. Ça n'a pas été tant représenté que ça dans l'histoire de l'art. Philippe Hamon, qui a fait un travail là-dessus, sur l'or et les peintres entre le 15e et le 17e, dit bien d'ailleurs que 3% des œuvres uniquement représentent de l'argent, ce qui est relativement peu. Mais bien sûr, la question de la richesse est sous-jacente et souvent traitée par d'autres biais.
Évidemment, la nature morte vanité se prête bien à la représentation de l'argent. Et vous pouvez voir ici une œuvre de Linard qui donc s'appelle Les Cinq Sens et qui représente bien des pièces et aussi des jeux de cartes. C'est-à-dire qu'on pouvait aussi représenter l'argent par le biais d'autres symboles. Donc on a évidemment la bourse, le coffre, les colliers, les richesses, etc. Et aussi les jeux de cartes qui représentent, bien sûr le vice, l'envie de faire du gain. On trouve donc de nombreux tableaux qui représentent des joueurs qui sont souvent aussi des tricheurs. Donc encore une fois, on a un jugement moral très critique. De la même manière qu'on trouve de nombreux tableaux qui parlent de jeux de cartes, voilà, de ce vice du jeu, on trouve aussi des tableaux qui représentent des scènes de bordel voilà, qui parlent des plaisirs de la chair et toujours avec un jugement assez critique. Et on peut regarder ce tableau de Terborch qui est intéressant parce qu'il s'appelle l'admonition paternelle. Donc en fait, au premier coup d'œil, on peut avoir la sensation qu'on a une jeune femme un peu penaude qui nous tourne le dos et son père est en train de lui faire des remontrances voilà, sous l'œil attentif de la mère. Or en réalité, en regardant plus attentivement, le père, le supposé père, tient dans la main une pièce d'or et en réalité, il s'apprête à acheter les services de cette jeune femme à l'entremetteuse qui est assise à côté de lui. Donc là encore, l'argent véhicule l'idée de s'acheter des plaisirs terrestres qui sont des plaisirs coupables. À partir de la deuxième moitié du XVIIe siècle, on ne trouve quasiment plus de représentation de l'argent dans les œuvres. Alors évidemment, je parle pas de gravure ou de dessin ici. Hein. La gravure a toujours été très polémique. La gravure a toujours été très rebelle. Hein. Je vous parle vraiment de l'art officiel et je vous parle vraiment plutôt de peinture. Évidemment, le luxe va être représenté, plus à proprement parler l'argent, les pièces, les billets. On va donc assister à une représentation indirecte de la richesse, indirecte de l'argent. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que ça a fait débat parmi les artistes de la fin du XVIIe, début XVIIIe, à savoir comment représenter l'or, comment faire briller. Il y a quelque chose de l'ordre de la séduction dans la touche, la brillance de la pièce, la brillance des fils d'or dans l'étoffe, etc. Et donc, on peut lire toute une littérature comme ça d'artistes qui se donnent des conseils ou qui expliquent comment représenter l'or et l'argent en peinture, et notamment du côté des Anglais. L'or était assimilé aussi à la lumière. Donc on trouve certains artistes vont vraiment organiser leurs tableaux comme un sorte de réseau entre les lumières et les brillances sur les vêtements pour en fait faire clairement apparaître la richesse de la personne qui est représentée sans pour autant le faire de manière frontale. Notamment si on regarde ce tableau de Gainsborough qui, grâce à une organisation par tons chauds et froids, en fait nous met vraiment l'or de ce vêtement en sujet principal du tableau, sachant qu'en réalité, il peint simplement une personne dans un contexte relativement simple. Donc la richesse va être représentée par le biais de draperies, de brocarts, de soie, de brillance des tissus, mais on ne représente plus directement l'argent. On assiste donc à un glissement progressif dans cette représentation. Hein. On était passé d'une représentation assez frontale des pièces de monnaie à une représentation de la richesse, donc un peu moins assumée. Et puis avec la philosophie des Lumières, la question de l'argent et du statut social va vraiment changer. On a une nouvelle vision de l'homme et de son environnement, et la question de l'émotion est valorisée, voilà, aux dépens du statut social. La peinture devient de plus en plus pour l'artiste un moyen d'exprimer sa sensibilité et son intelligence. Donc au XVIIIe siècle, on a affaire à des portraits qui assoient de moins en moins la question du statut social, mais qui affirment de plus en plus l'émotion et l'intelligence et la personnalité de leurs protagonistes, qui sont représentés aussi dans le cadre de l'intime, avec leur famille, dans leur jardin, à leur bureau. Les peintres du XVIIIe siècle s'intéressent à la question de la matière, comment rendre la matière, s'intéressent à la question de l'émotion, ils s'intéressent aussi au spectacle de la nature,
Donc évidemment, entre l'art et l'argent, bah, c'est une histoire d'amour depuis la Renaissance. Hein. Il faut savoir qu'avant la Renaissance, la peinture n'était pas spécialement, n'était pas noble. Voilà, c'était un art de teinturier. Donc la peinture s'anoblit en devenant quelque chose d'intellectuel. Les artistes ont toujours travaillé pour les riches et pour les puissants. Mais à partir du XVIIIe siècle, cette relation d'amour change un peu et on commence à en sentir voilà, les premiers conflits. En 1771, notamment, Madame d'Épinay dit de Fragonard: il gaspille son temps et son talent, il gagne de l'argent. Donc il y a en quelque sorte, à partir du milieu 18e, une peur que l'art ne dégénère du fait de l'accroissement des richesses. Et que la richesse doit favoriser l'épanouissement de l'art, et non le mettre à sa botte. Donc en fait, à partir de la fin du XVIIIe et du XIXe siècle, l'art apparaît en fait quelque part comme rédempteur de richesses. Bien sûr, toute la classe bourgeoise naissante remplit ses maisons d'œuvres d'art, mais en réalité, les portraits qui sont commandés par les banquiers et les grands acteurs du capital sont des portraits en réalité assez intimes, assez dépouillés, dans lesquels l'argent n'est pas du tout représenté. Donc en quelque sorte, l'art offre une sorte de refuge spirituel pour ceux qui gagnent de l'argent. Une sorte d'élévation. On assiste aussi à partir de la fin du XVIIIe à la naissance des musées, des grands musées, qui sont aussi les symboles de la puissance et de la dignité des États. Et donc l'art a une nouvelle mission, hein. Il s'agit d'élever le goût de la population, qui maintenant a le droit d'être reconnue et d'exister, hein, avec l'arrivée de la modernité. Et donc l'art est associé en fait au dépassement un peu idéalisé comme ça de cette recherche de profit, de cette recherche de gain. Et de plus en plus pour les artistes, l'activité artistique représente vraiment l'expression de leur sensibilité et de leur liberté profonde d'expression. Et les artistes aussi se sentent un peu supérieurs par rapport à tous ceux qui vivent du salariat, à tous ceux qui en quelque sorte sont un peu vendus au système. L'art est donc libre. Les artistes sont libres par rapport à tous ceux qui ne sont pas libres et qui travaillent pour la recherche du profit. Et on voit là naître le mythe un peu de l'artiste bohème, de l'artiste qui n'a pas d'argent. Voilà. L'art est quelque chose d'intellectuel, de libre et de pur, en opposition à tous ceux qui s'adaptent au système et contribuent au système en gagnant de l'argent et en fabriquant de l'argent. Donc l'art est libre, ça veut dire qu'il est entièrement régi par les pulsions, par les envies, par la liberté du créateur. Il n'est soumis à il n'est pas soumis à la commande, il n'est pas soumis aux puissants, il n'est pas soumis aux riches qui l'achètent. Voilà, et donc il y a une tendance de la classe bourgeoise à vouloir s'élever au-delà de leur simple profit pour acheter ces œuvres libres et ces œuvres intellectuelles libres. Et je voudrais vous lire en fait une partie du discours de Joseph Choate lors de l'inauguration d'un bâtiment donc, du Metropolitan Museum of Art à New York en 1890. Donc il conjure les millionnaires de New York de convertir le porc en porcelaine, le grain et les denrées fraîches en poteries précieuses, les grossiers minerais du commerce en marbre sculpté, et les parts du chemin de fer et les actions des mines, toutes choses qui périssent sans qu'on s'en serve, et qui, à la prochaine panique financière, se ratatineront aussi sûrement que des parchemins brûlés, en toile célèbre des grands maîtres du monde. C'est notre plus haute ambition de convertir votre or inutile en objets d'une beauté vivante qui feront la joie de tout un peuple pendant des milliers d'années. Et donc avec la modernité et l'arrivée donc du capital, en fait les classes riches, les classes bourgeoises et les classes supérieures embrassent totalement la modernité. Voilà. C'est leur salut, c'est leur réduction, c'est leur rédemption. Et donc en fait, paradoxalement, cet art donc libre, fait par les artistes libres, devient en fait l'emblème, devient en fait l'art officiel de la société capitaliste. Et je ne sais plus quel critique d'art américain disait que l'œuvre d'art était comme un doudou pour le collectionneur. Il y a un peu cette idée de « je suis ce que j'achète ». Moi qui, la plupart du temps, fais du profit, accumule de l'argent, gagne de l'argent, en achetant des œuvres d'art, je suis quelqu'un de libre et d'élevé. Et progressivement, l'art donc est à la fois un signe de richesse,
Mais ça devient aussi un peu le moyen de son expansion. Hein, on connaît un peu aujourd'hui, on sait un peu ce qui se passe aujourd'hui dans le marché de l'art. C'est-à-dire que l'art devient, les œuvres d'art deviennent aussi un moyen de spéculation. Donc aujourd'hui, cette valeur de l'art comme l'incarnation de quelque chose de spirituel et d'élevé face au marché et à la recherche du profit, comme un objet transcendantal, cette vision de l'art, elle est quand même un peu sur le déclin. Aujourd'hui, il y a une tendance pour les acteurs du milieu de l'art, qu'ils soient donc artistes, galeristes, critiques, etc., à vraiment accepter la coexistence de ces deux choses. Hein. C'est-à-dire d'un côté une activité intellectuelle et de l'autre côté la nécessité de vendre ses œuvres à ceux qui peuvent se l'acheter. Warhol transforme clairement l'art en argent, enfin l'argent en art, dans sa série donc des 201 dollar bills. Et chez Warhol, on ne sait pas s'il est dans la critique de la société de consommation ou s'il est dans l'admiration de cette société de consommation ou dans une sorte de résignation. Mais c'est là où, encore une fois, l'ambiguïté est intéressante. Et d'ailleurs, Warhol dit gagner de l'argent est un art, travailler est un art, faire de bonnes affaires est le plus bel art qui soit. Donc je peux vous montrer quelques œuvres là plutôt postmodernes ou contemporaines où les artistes se sont vraiment intéressés à la question de l'argent. Vous avez le travail de Boggs qui dessinait et peignait en fait des faux billets. Mais si on pense à Boggs, on peut aussi parler de Marcel Duchamp, hein, il a donc dessiné un chèque de 115 francs pour payer son dentiste. Et Bourdieu aussi parle de la production culturelle, donc l'œuvre d'art comme un produit. Je vous mettrai en lien aussi une vidéo très intéressante faite par Mediapart sur l'art et l'argent. Avec notamment toute une question autour de la fondation Louis Vuitton et le rapport entre voilà, la question à savoir si l'art est devenu un objet de luxe. Si l'art en fait est au service de marque, si l'art est du branding. Je voudrais vous montrer aussi ce tableau de Kippenberger qui s'appelle Se faire justice par des erreurs d'achat, ou ce travail de Hans-Peter Feldman qui dessine des nez rouges sur les billets américains. Une œuvre d'art très intéressante aussi est Cloaca de Wim Delvoye, qui s'intéresse donc à la question de valeur. Donc Cloaca est une énorme machine qui fabrique de la merde, enfin qui reconstitue en fait une digestion et qui fabrique donc des excréments. Et donc évidemment la question qui est posée ici c'est l'art est quelque chose qui vaut très cher et qu'il le fabrique à partir de rien. Et enfin, je voudrais vous parler de l'œuvre d'un artiste qui n'est pas très connu, qui s'appelle Gianni Motti, et qui a fait une installation notamment à la ferme du Buisson, qui s'appelle Moneybox. Et le principe en fait de son exposition était de transformer le budget donc alloué à son exposition, hein, donc le budget qu'il a reçu de l'institution, il l'a transformé en billets de 1 $. Il a installé tous ces billets de 1 $. Et à la fin de l'exposition, il les a reconvertis en euros, il les a rendus à l'institution. Donc on parle bien ici de la question de la valeur marchande de l'art et de la dématérialisation aussi de l'art et de l'économie. Voilà, et puis on peut parler aussi bien sûr de Banksy qui a organisé en fait l'autodestruction de son œuvre au moment où elle était achetée. Donc cette œuvre qui a été vendue quand même 1,18 million d'euros. Au moment donc où elle a été adjugée à un acheteur, s'est autodétruite. Il avait fait aussi Banksy une performance où il avait distribué à un petit marchand, un petit marchand de bazar, plusieurs dizaines d'œuvres qu'il lui avait demandé de vendre pour lui à un prix évidemment qui n'a rien à voir avec le prix auquel se vendent ses œuvres en temps habituel. Et ce petit marchand de bazar avait réussi à en vendre 3 ou 4 pour un prix dérisoire. Et donc là, cette performance de Banksy vise évidemment à montrer que la valeur de l'œuvre ne dépend pas de sa qualité aujourd'hui, mais dépend de l'offre et de la demande et de tout le marketing et la communication qu'il y a autour. Alors il y a évidemment plein d'artistes que j'ai pas cités, que j'aurais pu, qui me sont pas venus à l'esprit, auxquels j'ai pas pensé ou simplement que je ne connais pas. Je suis tout à fait preneuse de vos références si vous en avez à me donner. Que les artistes aujourd'hui développent une réflexion autour de la valeur de ce qu'ils font, autour de ce système duquel ils sont quand même
relativement emprisonné. On peut évidemment se demander si l'artiste aujourd'hui qui vend ses œuvres extrêmement chères en salle de vente est toujours libre. Je pense que certains le sont vraiment, qui préfèrent quelque part que leurs œuvres se vendent très cher, mais qu'elles soient montrées, plutôt que de ne pas faire partie de ce système et de rester totalement inconnu. En tout cas, ce ne sont pas forcément des vendus du système. Est-ce qu'on peut lutter contre une machine pareille? C'est un peu une grande question. Et puis quelque part, ce qui est étonnant, c'est pas forcément qu'une œuvre se vende aussi cher, c'est plutôt que certaines personnes aient les moyens, et ce serait plutôt peut-être de penser que certaines personnes ont les moyens de mettre autant d'argent dans une œuvre d'art. Et qu'en réalité, voilà, ce marché de l'art, il est aussi simplement symptomatique de l'économie qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, évidemment, tous les artistes ne voient pas leurs œuvres se vendre à ces prix-là. Voilà, je suis donc un petit peu passée de la question de la représentation de l'argent dans l'art à l'art comme valeur marchande. J'ai un peu dérivé. Vous pouvez donc ce soir simplement vous intéresser à la représentation de l'argent et pas forcément penser à la question de la valeur de l'art. Et on va rester sur ce sujet pendant 2 ou 3 séances. Évidemment, comme toujours, je vous encourage à partir de vous et de votre rapport à l'argent ou à l'économie. Et c'est que en partant de soi qu'on est véritablement sincère et qu'on fait une œuvre qui a du sens. Je vous encourage aussi à réfléchir à tous les symboles qui peuvent exister aujourd'hui et qui peuvent nous parler d'argent. On aurait par exemple la carte bleue, le code barre, le carnet de chèques, quoique. Aujourd'hui, la monnaie métallique et même fiduciaire est en train de disparaître au profit d'une monnaie dématérialisée. C'est un sujet actuel, donc ça peut être intéressant d'y réfléchir aussi. La banque, évidemment. Et puis on peut réfléchir aussi à la question de la transaction. Quelle valeur ont les choses? On peut parler toujours éventuellement de prostitution, ou trafic d'organes, de mères porteuses. L'assurance, la question de qu'est-ce que c'est qu'une assurance aussi? On paye des assurances. Le rapport qu'on a avec sa fiche de paye. Le rapport qu'on a avec les charges qu'on a à payer chaque mois. On peut vraiment aller, être très très philosophique, parler de convictions profondes, ou au contraire s'attacher à quelque chose du quotidien. Qu'est-ce que ça vous fait à vous de devoir demander de l'argent ou d'accepter de l'argent? Qu'est-ce que l'argent achète aujourd'hui aussi? On peut parler de chirurgie esthétique. On peut parler de ce tourisme un peu... du tourisme, voilà, on va payer très cher des vacances dans des pays très pauvres. Mais qu'est-ce que l'argent fait de bien aussi? Après, chacun sa réflexion sur le sujet, et vraiment partez de vous-même. Il ne faut pas essayer de faire la révolution à chaque fois que vous faites une œuvre et de vous dire que vous allez devoir faire une œuvre majeure. Partez vraiment de petit. Soyez sincères. C'est quoi votre rapport à l'argent? On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain cours de dessin avancé, et j'ai hâte de retrouver mes élèves sur le groupe WhatsApp pour commencer à crobarder sur le sujet. À très bientôt.